qu'il faut retenir, c'est que maintenant l'administration, si elle trouve ces schémas-là, elle a son arme de bataille. Ou s'il y a des rumeurs, des fois, la TVA est pas applicable parce que je suis dropshipper, je suis Ouais. intermédiaire, c'est pas à moi de gérer la TVA, ça marche pas forcément comme ça. Donc ça, même en tant que consommateur, c'est des choses qu'il faut repérer. C'est que des fois, on pense faire une bonne affaire et en fonction du lieu où c'est expédié, en fonction du coup des conditions générales de vente, on peut des Mmh. fois être un peu perdant. Vous faites du e-commerce ou du dropshipping ou alors vous voulez vous lancer dans le commerce en ligne tout en étant sûr de bien respecter vos obligations fiscales. Alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir accueillir Maître Grégoire Persson, qui est avocat fiscaliste spécialisé en TVA, associé cofondateur du cabinet Diplôme Avocat, cabinet également spécialisé en TVA, avec lequel on va pouvoir revenir sur les obligations TVA dans le e-commerce et aussi sur les nouveautés tirées de la loi de finances et qui sont applicables depuis le 1er janvier 2024. Bonjour Grégoire. Bonjour Maxime, merci de m'accueillir. Effectivement, je suis avocat spécialisé en TVA. Enfin, si on, normalement, on ne peut pas utiliser le terme spécialisé puisque c'est pas vraiment une spécialité au sens des avocats, mais je fais effectivement que de la TVA. C'est un domaine qui est assez précis dans la fiscalité et ça peut paraître étonnant pour les gens, mais il y a des avocats qui ne font que ça. Après plusieurs années chez KPMG et dans d'autres cabinets, j'ai effectivement créé avec mon associé Thomas un cabinet qui ne fait que de la TVA et tous les aspects un peu informatiques de la fiscalité. Donc, par exemple, on fait du paramétrage de systèmes d'information pour des clients et on fait aussi, par exemple, le paramétrage Shopify pour certains de nos clients, des choses que je pense te parlent aussi. Effectivement, donc du coup, en tant qu'expert TVA et paramétrage TVA, c'était important de revenir sur les questions TVA dans le e-commerce et sous format webinaire, voilà, de nous présenter quelles sont les obligations fiscales et quels sont les risques quand vous faites du e-commerce. Parfait. Bah, si tu en es d'accord, on va reparler un petit peu de e-commerce du coup ce matin et de la TVA. L'objectif, c'est de échanger sur comment on sécurise une activité e-commerce en matière de TVA. Aussi, comme tu l'as dit, de parler des subtilités liées à la loi de finances parce que ça rebat un petit peu les cartes sur certaines activités de dropshipping. Également, on l'oublie assez souvent, mais la fiscalité, c'est aussi quelque chose qui joue sur la relation avec la clientèle parce que on a tous déjà reçu un colis ou au moins reçu un SMS qui nous demande de payer des taxes sur un colis qui arrive chez nous. Même chose, donc la fiscalité, c'est aussi un enjeu de relation client et de fluidité avec son client et d'éviter aussi les taux de retour. Et puis également, comme tout point de fiscalité, on évite les redressements, on évite les erreurs pour éviter de prendre des pénalités ou de se faire redresser en matière de TVA. La première partie, on va discuter des flux européens. Les flux européens, c'est les flux au titre desquels les opérateurs, les vendeurs e-commerce choisissent de vendre les biens à partir de territoire européen, donc de l'Union européenne. Donc ça va de la Pologne à l'Espagne, la France, la Belgique, le Luxembourg. Pas la Suisse, par exemple, plus le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on va parler principalement des ventes à des particuliers, le vrai e-commerce, pas les ventes B2B. Les ventes B2B, c'est un autre régime et c'est un peu plus complexe. Ça dépend des situations, ça dépend du nombre d'opérateurs, de plein de choses. On va faire simple aujourd'hui, on va parler du chiffre d'affaires majoritaire des vendeurs e-commerce. Et donc, la règle au sein de l'Union européenne, elle est assez simple. Si j'adresse des colis à partir de mon pays d'établissement, donc là où je me suis fait immatriculer, donc généralement pour un Français c'est la France, si j'ai un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros, ça va être taxé en France, donc dans le pays de départ des biens. Donc ça veut dire que quand je commence mon activité, j'ai pas besoin de me soucier de collecter la TVA d'un autre pays de l'Union européenne. Je vais rester, enfin, faire dans la simplicité et donc je vais choisir de collecter la TVA française. Je peux, sur option, directement appliquer le deuxième régime qui est le cas où je n'expédie pas depuis le territoire d'établissement ou j'ai un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros. Dans ce cadre-là, je vais devoir collecter la TVA du pays de destination. Donc, par exemple, si je suis un Français et j'expédie des biens en Belgique et que j'ai dépassé le seuil de 10 000 euros, bah, je vais collecter de la TVA belge. Donc, ça joue évidemment sur les taux à collecter, puisque tous les pays européens n'ont pas forcément le même taux de TVA, comme tu le sais. Et donc, du coup, ça joue aussi potentiellement, si on a choisi de ne pas augmenter ses prix facialement pour le client, ça peut jouer sur sa marge parce qu'on va venir perdre 1% de marge ou ce genre de choses en fonction du taux applicable dans le pays de destination. Depuis 2021, il y a quand même une facilité et je pense que tu le connais bien, c'est le guichet OSS. Beaucoup, je pense, des gens qui regardent cette vidéo connaissent ce nom.
Le guichet OSS, en fait, c'est une simplicité qui existait déjà pour ce qu'on appelle les prestations de services électroniques, qui a été étendue depuis juillet 2021 aux ventes à distance, donc les ventes au profit d'un particulier établi dans un autre État de l'Union européenne. Ce guichet, il permet tout simplement de payer la TVA des autres pays sans avoir à se rapprocher de ces pays. Donc, par exemple, pour un Français, c'est d'aller sur impôts.gouv et de pouvoir payer de la TVA belge, de la TVA italienne, de la TVA autrichienne. Donc c'est une simplicité et en plus, c'est des coûts en moins puisque payer de la TVA dans d'autres pays sans ce guichet, ça peut coûter des milliers d'euros parce que pour obtenir un numéro de TVA dans certains pays, il faut faire appel à des experts locaux. Et donc, évidemment, un expert local, c'est un petit coût. Et donc, pour vendre un colis, ça fait un peu cher Oui. de demander une immatriculation. Donc, il y avait plein d'opérateurs qui ne faisaient pas ce qu'il fallait. Il y avait des opérateurs qui étaient aussi pas très renseignés. Et donc, ce guichet, il a aussi, c'est une simplicité pour les entrepreneurs. Elle permet de toucher tout le réseau européen, enfin tout le réseau de l'Union européenne, tous les pays, sans coût supplémentaire. Juste une simple inscription sur impôts.gouv. Donc, c'est vraiment, en même temps, c'est une chance depuis 2021. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté, mais je pense que beaucoup de tes clients utilisent ça. Oui, ça permet justement de pouvoir faciliter et optimiser la gestion de la TVA entre différents États. Sur l'Union européenne, on va voir deux erreurs qu'il ne faut pas faire. La première chose, c'est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seuil de 10 000 euros ne s'applique pas si j'expédie des biens d'un territoire qui n'est pas celui d'établissement de ma société ou de moi à titre personnel. C'est-à-dire que si je suis français, j'ai une société française et que les biens sont expédiés depuis la Pologne, je dois directement aller appliquer la TVA du pays de destination. Je ne peux pas appliquer le seuil de 10 000 euros. Donc, en réalité, on va en parler un petit peu après, mais par exemple, sur des gens qui font des activités de dropshipping au sein de l'Union européenne, comme ils ont des fournisseurs qui sont dans plein de pays de l'Union européenne, généralement, parce qu'il faut rappeler, le dropshipping, c'est le fait d'aller sourcer son produit auprès d'un fournisseur et que c'est le fournisseur qui gère le stock, mais également l'expédition. Dans ce cadre-là, quand j'ai un fournisseur qui va expédier des biens d'un territoire qui est autre que celui de rattachement de ma propre société, eh ben, je suis obligé d'aller chercher le guichet OSS et de payer la TVA dans le pays de destination. Donc le seuil de 10 000 euros, il ne faut pas le lire en se disant dans les 10 000 premiers euros, je n'ai pas de questions à me poser. Ça dépend forcément des flux de biens et de là où sont expédiés les biens. Parce qu'effectivement, je n'en ai pas parlé plus tôt, mais en matière de biens, on s'intéresse uniquement au flux du bien et pas à qui le facture. Ça peut jouer sur des règles de qui va payer la TVA, est-ce que c'est le fournisseur, est-ce que c'est le client, mais par principe, dans une vente de biens, si on a une société française qui vend des biens, par exemple, en Pologne, elle va être traitée théoriquement de la même façon qu'une société polonaise qui vend des biens. Voilà. Ok. Donc là, c'est la première erreur à ne pas faire. On n'applique pas le seuil de 10 000 euros si on expédie des biens d'un territoire qui n'est pas le sien. Donc un Français, par exemple, qui expédie des biens depuis la Pologne. Et la deuxième erreur, c'est qu'en matière de dropshipping, ce qu'on voit souvent avec les fournisseurs européens, c'est que malheureusement, c'est le fournisseur qui fait l'expédition et il y a une règle en matière de TVA qui veut qu'on doit être à même de déterminer qui fait une opération intracommunautaire, donc entre deux États membres, et qui fait une opération au profit du particulier. Donc le particulier, c'est le client final. Dans ce cadre-là, dans le cadre du dropshipping, la réglementation dit que le fournisseur du dropshipper va lui vendre les biens au titre d'une opération intracommunautaire et que le dropshipper va être obligé de faire une vente locale. Or, les ventes locales sont malheureusement pas dans le guichet OSS. C'est dommage, c'est un trou dans la raquette Mhm. qui probablement sera gommé dans les futures années par les réformes européennes. Et ça veut dire que malheureusement, quand je fais du dropshipping, je devrais demander à chaque État de me donner un numéro de TVA, de déposer une déclaration dans ce pays, de faire les démarches. Et donc forcément, on a un coût qui est beaucoup plus important. Et donc c'est une complexité qu'on voit beaucoup dans les activités de dropshipping ou de print on demand. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des Mhm. gens qui impriment à la demande des produits et généralement les imprimeurs sont dans des pays qui sont souvent pas le leur et donc du coup ça crée des complexités. Et donc c'est une des deux, enfin c'est un peu la deuxième erreur qu'on voit beaucoup dans les flux européens, c'est le fait que de croire que le guichet OSS traite toutes les opérations, y compris des opérations dites locales dans lesquelles il n'y a pas au sens de la TVA, de frontières traversées. Donc là, c'est par exemple le cas. L'exemple qu'on peut donner, c'est j'ai un fournisseur polonais, moi je suis établi en France et mon client il est en Belgique. Et ben, dans ce cadre-là, dès lors que le fournisseur polonais envoie en Belgique, je devrais théoriquement demander un numéro
de TVA belge pour payer la TVA. Ok. Et dans l'autre sens, c'est souvent des questions qui ont pu remonter. Est-ce que c'est des obligations qui vont s'appliquer à des personnes qui seraient établies en Union européenne, typiquement par exemple en Irlande, ou alors hors Union européenne qui seraient aux Émirats, on va dire, et qui auront après de la clientèle en France, avec potentiellement des entrepôts ou pas en France? Est-ce que c'est ces mêmes règles qui s'appliquent? Quand il y a pas de On va en reparler un petit peu après, quand il y a Mhm. pas de place de marché, pas de marketplace, le lieu d'établissement n'a pas trop d'importance. La seule chose, c'est que les gens en dehors de l'Union européenne pour, déposer des déclarations de TVA, donc, par exemple, la société de Dubaï, elle va devoir nommer ce qu'on appelle un représentant fiscal, Mhm. donc qui est quelqu'un qui va prendre la responsabilité de déposer les déclarations. Mais sur le principe, le régime, il est le même. Qu'on soit en Irlande ou qu'on soit à Dubaï, on aura l'obligation de collecter de la TVA belge sur l'exemple que j'ai donné juste avant. La seule chose, c'est les modalités pour le faire sont potentiellement un petit peu différentes et le coût également, parce qu'un représentant fiscal, forcément, il prend des honoraires également. Ok, merci. Et justement, sur les marketplaces, il y a un petit point spécifique. La réglementation européenne, elle prévoit actuellement que si je vends un colis, moi, opérateur hors UE, à travers euh, une marketplace, donc une place de marché comme Amazon, eBay, Rakuten et tous les grands qu'on connaît. Si moi je suis vendeur hors Union européenne, c'est la marketplace qui va gérer la fiscalité à ma place, la TVA en tout cas, sur les flux qui partent de l'Union européenne vers l'Union européenne. Donc, si par exemple tu parlais d'une société à Dubaï qui vendrait sur Amazon des produits qui sont expédiés de la Pologne à la France, et ben c'est Amazon qui va gérer la fiscalité de l'opérateur hors UE. Donc c'est vraiment, en fait, c'est une logique. L'administration, elle sait qu'il y a des fraudes. Et donc pour éviter ces fraudes, elle a trouvé un intermédiaire qui est beaucoup plus visible, Amazon ou tous les autres marketplaces. Et donc c'est la marketplace qui gère la TVA. Et du coup, ça évite en même temps aux vendeurs d'avoir des obligations sur place. Avec le C'est un- renforcement des obligations justement de mise en conformité fiscale aussi dans le cadre de la loi de finances. Tout à fait, on va en parler un petit peu après. C'est toute une logique. L'administration, elle essaye de refermer un petit peu les risques de fraude et également les régimes optimisants, si on peut les appeler optimisants, mais dans le sens où il n'y a pas assez de TVA collectée pour le Trésor. Et donc, même prochainement, par exemple, ce régime, il est en discussion au niveau européen pour qu'il soit étendu aussi aux vendeurs européens. Donc, ça veut dire que si je suis une société française et que je vendrai à travers Amazon, je n'aurai pas à gérer la TVA, ce sera Amazon qui gérera pour moi. Mais ça, c'est dans le futur, ce sera probablement pour 2028-2029. Donc, on a encore un peu de temps sur ce régime. Donc, ça, c'était pour la gestion européenne. La gestion européenne, honnêtement, à part les deux petits écueils qu'on a vu tout à l'heure, les deux erreurs un peu classiques, c'est honnêtement le plus simple à gérer. Le plus difficile, je pense que tu es d'accord, c'est dès lors qu'on sort de l'Union européenne et que le colis part d'hors de l'Union européenne. Donc, le principe, c'est la Chine. Et lorsqu'on vend à partir d'un territoire hors de l'Union européenne, que ce soit le Royaume-Uni, la Suisse, la Chine ou d'autres territoires hors de l'Union européenne, on va avoir un régime qui dépend de la qualité de l'importateur, dans le sens qui a été défini comme importateur. On va en parler après. Est-ce que c'est le client final? Est-ce que c'est le vendeur? Est-ce que c'est le fournisseur du vendeur, donc dans le cadre d'un schéma de dropshipping? Et également, tout comme on en a parlé il y a quelques secondes sur les intermédiaires places de marché, il y a aussi un régime qui fait qu'une marketplace potentiellement doit payer la TVA à la place du vendeur dans certains cas sur des flux d'importation. Donc on le rappelle, l'importation, c'est le fait tout simplement qu'un produit traverse la frontière de l'Union européenne. Donc c'est d'introduire un produit dans le cadre de l'Union européenne. Et donc, dans ce cadre-là, il y a de la TVA et au-dessus de 150 euros, si le colis vaut plus de 150 euros, il sera soumis à ce qu'on appelle des droits de douane, qui sont du coup une autre manne financière fiscale de l'Union européenne et des États. Sans marketplace, du coup, on a le choix. On peut choisir de viser comme importateur le client final. Donc, dans ce cadre-là, sur le colis, on va indiquer que c'est ce qui arrive très classiquement, l'adresse, c'est l'adresse du client et que il n'y a personne d'autre qui va prendre en charge les obligations fiscales et douanières. Et donc, dans ce cadre-là, ça veut dire que si le vendeur, du coup, n'a pas géré ces questions, c'est le client qui va les gérer. Or, ça veut dire que je vais avoir UPS, La Poste, DHL, qui va sonner chez moi en me disant, si vous voulez votre colis, il faut me payer la TVA, il faut me payer les droits de douane s'il y en a. Et puis également, comme c'est un rôle d'intermédiaire et que
le postier, il faut bien qu'il gagne sa vie également sur cette opération, il va nous facturer des frais. Donc honnêtement, en tant que client, c'est très décevant. J'ai acheté un produit à 25 euros, je m'attends à ce qu'il arrive directement dans ma boîte aux Ouais. lettres comme un produit Amazon. Et là, on me dit, non, mais en fait, il faut vous payer 5-6 euros de TVA en plus mes frais qui sont de 7 euros. Donc en fait, on se retrouve à la moitié du produit qui est payé à la Poste et à UPS, alors que on pensait acheter le produit 25 euros. Donc ça, même en tant que consommateur, c'est des choses qu'il faut repérer. C'est que des fois, on pense faire une bonne affaire et en fonction du lieu où c'est expédié, en fonction du coup des conditions générales de vente, on peut des Mm. fois être un peu perdant. C'est qu'on se dit, oh, je fais une super affaire, j'ai acheté sur Amazon, il y a 20 euros de moins que sur le voisin et des fois, on est un peu perdant. Donc ça, c'est le cas où le client est l'importateur. Donc en gros, on se décharge sur le client. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Il y a des opérateurs qui font ça parce que c'est un côté, en tant qu'entrepreneur, assez simple, parce qu'on le dit, c'est le client qui va gérer, c'est pas nous, comme si on se déchargeait un peu de sa propre obligation. Mais c'est très décevant pour le client, du coup, on a d'énormes taux de retour. Sur les gros e-commerçants, ils ont beaucoup de taux de retour s'ils font ça, parce que Oui, le client qui est déçu, qu'est-ce qu'il fait? Il paye pas les taxes, le colis repart et on est obligé d'annuler la vente si on respecte le droit français et le droit de rétractation. Donc c'est tout de suite un problème. Du coup, le plus intéressant, c'est le deuxième schéma, théoriquement, quand on commence à grossir en tant qu'entrepreneur dans le web, dans le e-commerce, c'est de gérer soi-même la fiscalité en amont. Donc, c'est soit on devient l'importateur, et donc du coup, quand on devient l'importateur, on peut payer la TVA à l'administration fiscale et la déduire. On peut payer les droits de douane sur la valeur calculée selon la législation. Et après, on va revendre localement. Donc en France, par exemple, à travers ma déclaration de TVA, je vais dire que je collecte de la TVA sur une vente dite interne, donc comme si j'avais vendu le bien et qu'il partait de France. Donc c'est un intermédiaire, on n'a pas de stock, mais en même temps, on est traité comme quelqu'un qui aurait des stocks. C'est euh, c'est un bon régime parce que le client, il voit pas la fiscalité, il sait pas oui, combien c'est ça a neutre. coûté. C'est un côté très rassurant pour le client. Voilà. Et il y a des régimes, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a des cas où on peut mettre le client comme importateur, mais le vendeur, avec l'aide de certains expressistes, donc la Poste, etc., donc les transporteurs un peu connus, peuvent payer au nom et pour le compte du client final la TVA et les droits de douane. Et ça facilite aussi la relation, parce que le client, il reçoit bien son colis, il a bien été dédouané, la TVA a bien été payée. Donc pour lui, la relation, elle est proche du deuxième cas où le vendeur est importateur, il ne voit pas la fiscalité. En fait, c'est vraiment ça le point. Si le client il voit la fiscalité, généralement c'est mauvais signe. Si le client ne voit pas la fiscalité, c'est bon signe. Sur Marketplace, certains connaissent ça, mais euh, quand il n'y a pas de Marketplace, les vendeurs peuvent faire appel à ce qu'on appelle le guichet IOSS en dessous de 150 euros. C'est un guichet qui permet de faciliter les opérations d'importation des biens. Donc dans ce cadre-là, quand j'ai opté pour le guichet IOSS, la gestion des colis de moins de 150 euros, il n'y a pas cet écueil du client qui voit la fiscalité, c'est-à-dire que tous les colis qui vont passer avec mon numéro IOSS dessus, ça va me permettre de payer la TVA sur un guichet et donc le colis, il va avoir la route la plus rapide. C'est-à-dire que il va passer les douanes sur la petite file d'à côté et personne ne va regarder ce qu'il y a dans le colis. Donc, le guichet IOSS, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de droit de douane parce qu'on est en dessous de 150 euros, comme je le disais tout à l'heure, et on paye la TVA de façon ultra facile et on n'a pas de complexité. C'est plutôt au-dessus de 150 euros où là, c'est difficile pour les opérateurs. C'est que du coup, il faut choisir est-ce que je fais payer la TVA au client, est-ce que je la paye moi-même, est-ce que je fais appel à un prestataire pour gérer ça. Donc, si on peut faire un retour pratique, pour les opérateurs, la complexité, c'est généralement pour les commandes au-dessus de 150 euros. Mm. Parce qu'il y a des droits de douane et parce qu'il y a de la TVA. Il faut savoir que ce seuil de 150 euros, c'est par envoi. Donc, il y a aussi certains qui s'amusent à expédier Ah, des sauf si ça commandes de met. plus de 150 euros en plusieurs colis. Mais ils sont dans la lecture du texte. Le texte dit bien que c'est par expédition. Donc théoriquement, si on a expédié, par exemple, on a des fournisseurs différents, mais on a une commande de 160 euros, eh ben, on est en dessous de 150 euros. On peut utiliser le guichet IOSS, ça facilite la vie. En cas de dropshipping, qui est probablement le cas le plus connu, ceux qui utilisent des fournisseurs asiatiques et qui ont donc des sites internet euh, qui desservent des clients européens, il y a un risque bien souvent, et c'est ce qu'on voit comme schéma, c'est que il déclare comme valeur, en fait il ne déclare pas, il laisse la poste déclarer une valeur du produit qui est celle de la valeur d'achat du dropshipper. Donc par exemple,
Moi, mon fournisseur, il vend un produit de 4 euros et moi, je le revends 10. Et donc, je revends 10 au client final. La logique de la TVA, c'est que la TVA soit payée sur le prix payé par le consommateur, donc sur 10. Or, si le dropshipper ne dit pas à son fournisseur et à la poste que lui, il a touché 10, qu'est-ce que va faire la poste? Elle va déclarer 4. Or, du coup, ça veut dire que l'Union européenne perd de la TVA, enfin le Trésor, l'administration fiscale Ouais. perd de la TVA. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, c'est venir minorer la valeur euh, des colis. Donc, bien sûr, si je diminue la valeur des colis, je diminue les droits de douane s'il y en a, et je diminue également la TVA. Si le client est importateur, du coup, lui, généralement, il va pas dire grand-chose parce que soit il refuse le colis parce qu'il trouve déjà que la taxe c'est trop, soit en fait il va payer le prix qui est minoré et en fait il va pas aller se plaindre parce que s'il vient se plaindre, ça veut dire qu'on va lui augmenter la valeur de son Ouais. achat. Généralement, le client final particulier, il n'a pas trop envie qu'on lui dise en fait finalement il y a 40 euros de plus. Donc, généralement, le client importateur final, il dit rien. Il y a un risque uniquement sur le dropshipper avant les changements dont on va parler de la loi Ouais. de finances, il y avait un risque uniquement s'il s'était mis lui-même comme importateur ou il avait laissé le fournisseur comme importateur. Il y avait un potentiel risque en matière douanière de erreur sur la valeur, etc. Mais l'administration n'avait pas les outils pour bien détecter ces éléments. Et donc c'est pour ça que dans la loi de finances, maintenant, lorsque l'administration identifie que le dropshipper n'a pas fait ce qu'il fallait pour que le particulier destinataire, donc le client final, paye la TVA sur le prix entier, donc sur les 10 dont on parlait avant, l'administration va pouvoir redresser le dropshipper pour la valeur en question. Donc ça veut dire que, imaginons, on reprend mon flux, mon client final, il a payé 10 sur mon site internet, moi j'ai acheté 4. Si le client final il paye sur la base de 4, et ben, l'administration va pouvoir dire, vous, en tant qu'intermédiaire, vous deviez la TVA sur 10, vous allez me la payer. On va refaire toutes les opérations, je vais vous mettre des pénalités, je vais vous mettre des intérêts de retard. Je vais potentiellement, et on l'oublie assez souvent, si les pénalités sont trop fortes, on peut aller au pénal sur ce genre de choses quand même, hein, parce que c'est au choix de l'administration en dessous de 100 000 euros et s'il n'y a pas de pénalité. Mais au-dessus de 100 000 euros et de l'application de certaines pénalités comme 2 fois 40% pour manquement délibéré ou pour fraude 80%, ils peuvent transmettre au parquet. Et donc, c'est des sujets qui peuvent créer potentiellement des dossiers où il y a des amendes, de la prison potentielle, etc. Donc, c'est des sujets, quand on atteint certains montants, il ne faut pas trop rigoler avec, au moins s'intéresser à comment ça se gère. Du coup, avec la loi de finances du coup, applicable depuis 2024, si l'administration s'en rend compte, elle peut du coup redresser l'intermédiaire et appliquer des pénalités, etc. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils ne vont pas détecter plus facilement les colis en réalité, mais ils vont identifier plus facilement les sites internet et également quand ils vont contrôler les déclarations, par exemple, de revenus ou d'impôts sur les sociétés de certaines sociétés et qui vont se rendre compte qu'elles ne collectaient pas la TVA, ce qui était ce qu'on voyait très classiquement, c'est-à-dire le client final paye la TVA, du coup l'intermédiaire, le dropshipper, il n'avait aucune fiscalité indirecte applicable. Donc du coup, il avait du chiffre d'affaires, mais en même temps, il n'y avait jamais de TVA. Donc il déposait pas de Ouais. déclaration de TVA ou juste pour déduire de la TVA française. Dans ce cadre-là, l'administration, maintenant, ça va être des voyants rouges. Ça va être des gens, je ne comprends pas pourquoi ils ne collectent pas de TVA. Donc ils vont aller contrôler et ils vont regarder s'ils peuvent retrouver les colis ont été envoyés par l'intermédiaire du dropshipper et s'ils trouvent un problème de valeur, ça va être cataclysmique. Enfin, généralement, ça tue la marge des opérateurs. Thomas, qui n'est pas ici, mon associé, il a l'habitude de dire, et ça nous est arrivé souvent, qu'il y a des business models et il y a des entrepreneurs qu'on croise qui sont soit dans le cadre d'une vente de leur propre entreprise ou même qui veulent regarder s'ils font bien et se rendre compte qu'en fait, la marge qui est constituée par leur business, c'est de la fiscalité. Ouais. Donc c'est un peu difficile de se dire que la valeur de son travail est en fait inexistante parce que j'ai pas mis le bon prix ou potentiellement parce que j'ai cru que j'avais de la marge, mais en fait cette marge elle appartient pas à moi mais à l'État. Et de vivre tous les soirs avec une épée de Damoclès en se disant peut-être que le fruit de mon travail de plusieurs années en fait c'est pas mon argent, c'est l'argent de l'État, c'est honnêtement difficile pour certains entrepreneurs. Oui, c'est compliqué. Et du coup, donc cette règle, elle s'applique, comme ma question d'avant, à la fois que le dropshipper, on va dire, il soit en Irlande ou aux Émirats ou Tout à ailleurs. fait. Tout à fait. Et probablement avec quand même plus de complexité pour l'administration pour aller contrôler les opérateurs Ouais. hors UE, mais ils sont capables de le faire.
Il ne faut pas oublier qu'il y a des accords de coopération entre les États et ça peut arriver avec Dubaï, avec d'autres pays que quand même ils arrivent à identifier. Et surtout, en fait, ils peuvent, on n'en parle pas dans ce support, mais il y a aussi la possibilité de déréférencer depuis cette année les utilisateurs qui ne respectent pas, enfin pas les utilisateurs, les vendeurs qui ne respecteraient pas la législation. Donc ça veut dire que par exemple, si l'administration se rend compte qu'il y a un dropshipper à Dubaï qui ne fait pas ce qu'il faut, ils peuvent venir l'enlever de Google, déréférencer de toutes les plateformes de référencement. Donc ça va couper le trafic, etc. Oui, ça fait partie du plan de lutte contre les fraudes qui a été présenté et qui visait en partie l'activité dropshipping et notamment l'instauration de cette mesure sur la TVA à l'importation et aussi la mise en conformité fiscale pour ceux qui ne respectent pas les obligations de TVA, effectivement. Tout à fait. Et en fait, c'est aussi une réaction parce que bon, il y a eu une année un peu forte sur les influenceurs, etc. Il y a eu quand même Mm. pas mal comment dire, de controverses. Mais surtout, il y a eu des schémas qui ont été identifiés où il n'y avait jamais de TVA, comme j'en parlais. Il y avait la TVA payée par le particulier, le dropshipper, même s'il savait très bien qu'il était dans un schéma où il faisait perdre de la TVA à l'administration fiscale, il n'y avait pas les outils législatifs pour aller chercher le dropshipper. Maintenant, il y a ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration, à travers cette loi de finances, elle s'est armée, en fait. Elle s'est offert un moyen d'aller contrer les dropshippers qui ne jouent pas la règle qui est la TVA doit être collectée sur le prix total payé par le client. Oui, parce qu'on avait un article du Monde dernièrement qui avait parlé de ça, des trous dans la raquette. Comment éviter la TVA pour le dropshipping? En tout cas, il y a une première mesure. Alors, est-ce que ça va régler toutes les possibilités, on va dire, d'optimisation ou d'évitement de la TVA dans le e-commerce? Mais non, Tu mais auras toujours des colis avec des problèmes très classiques qui sont une sous-valorisation, avec effectivement des gens qui ne collectent pas la TVA. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, l'administration, si elle trouve ces schémas-là, elle a son arme de bataille. Et l'article du Monde, il était effectivement juste dans le sens où techniquement, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour l'administration fiscale pour redresser le dropshipper. Et il y avait aussi une problématique qui est la Poste n'est pas capable d'apprécier la valeur d'un produit, elle prend la valeur qu'on lui a donnée. Et donc, du coup, elle donnait effectivement, dans mon exemple de tout à l'heure, la valeur de 4. C'est un ensemble, c'était le système qui était probablement pas encore assez bon sur ce sujet. Il faut aussi retenir que dans l'avenir, il y aura plus d'échanges d'informations. On n'en a pas parlé, mais par exemple, les opérateurs de paiement vont maintenant déclarer les montants transfrontaliers entre des opérateurs. avec la norme CESOP. Tout à fait. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je vends des colis au Luxembourg, Stripe ou PayPal va déclarer, ou même ma banque va déclarer combien j'ai perçu de clients luxembourgeois. Pareil, il va y avoir plus d'échanges de données entre les marketplaces et les administrations. Il faut penser vraiment dans cette logique-là. Il y a peut-être eu une période où on pouvait passer, il y a peut-être eu des demandes de rescrits qui ont donné des régimes de faveur. Mais la logique veut que chaque année, l'administration va commencer à gommer ces écueils. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de cette TVA. On est quand même après le Covid. L'administration a besoin de manne fiscale. Et surtout, il faut rappeler quelque chose. La TVA, c'est un impôt qui est censé respecter la concurrence. Si j'achète le même produit sur Internet d'un fournisseur étranger qui va m'expédier de hors Union européenne, je dois payer la même chose que si je l'achète en physique dans un magasin. Il ne doit pas y avoir de différence. Or, si j'ai un problème de valeur, bah, effectivement, ça veut dire que le fournisseur chinois, malheureusement, il est plus compétitif que le fournisseur français. Et effectivement, tu posais la question, et on va revenir juste après cette slide, sur est-ce qu'il y a encore des trous dans la raquette? Il y a potentiellement encore des trous dans la raquette sur la partie marketplace, parce que le texte, je remonte sur la partie d'avant, mais ce texte sur les dropshippers, il est applicable quand il n'y a pas de plateforme intermédiaire, quand il n'y a pas de marketplace. Et donc, il y a encore potentiellement des cas où, si la marketplace n'est pas à même elle-même de définir le prix de revente par le dropshipper, elle pourrait y avoir encore un souci sur la collecte de la TVA. La législation, probablement, il faudra aussi voir comment l'administration va commenter son propre texte, parce que faut savoir que la TVA, c'est certes un impôt où on lit des textes, mais il y a aussi la vision de l'administration, et l'administration, elle applique comment elle interprète le texte. Donc, potentiellement, elle peut être plus stricte que ce qu'on lit, nous, en tant que praticiens. Ouais. Dans les textes, on ne dit pas que ce qu'on pense est faux, mais c'est juste que ça veut dire que l'administration, elle peut être plus sévère, au moins dans sa première lecture et dans ses premiers contrôles fiscaux, sur la façon dont elle interprète le texte. Mais à première vue, s'il y a une marketplace, il y a des potentiels cas où le régime pourrait rester le même. C'est juste que, comme je le disais tout à l'heure pour l'Union européenne, quand il y a une marketplace, en réalité, c'est la marketplace qui va collecter les taxes
à l'importation. C'est obligatoire en dessous de 150 € dans l'Union européenne, donc c'est-à-dire que n'importe où on importe, c'est la marketplace qui va gérer si c'est en dessous de 150 €. Au-dessus de 150 €, normalement, la directive européenne, donc le texte qui chapeaute le régime de TVA, ne prévoit pas forcément d'obligation de collecte par la marketplace. Mais nous, la France, on a été un petit peu, on va dire, jusqu'au bout. Et Darmanin, quand il était à la tête de ces sujets-là, a choisi de prévoir que les marketplaces, enfin c'est plutôt ses services, probablement pas lui directement, mais ont choisi que les marketplaces soient obligés de collecter la TVA sur les plus de 150 €. Donc les cas où il y a des droits de douane et également les colis qui sont importants. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a une marketplace, généralement, si on vend sur la marketplace, c'est la marketplace qui va gérer la fiscalité, au moins en France, sur tous les colis. Sur les colis de plus de 150 €, par exemple, dans d'autres États, et ben on revient dans le régime général, donc on vient regarder est-ce que c'est le client qui va importer, est-ce que c'est moi en tant que vendeur, est-ce que c'est mon fournisseur, etc. Ok. Voilà. C'est très clair de voir toutes les obligations à la fois Union européenne et importation. Est-ce qu'il y a des conseils pratico-pratiques pour bien respecter les obligations TVA ou même pour optimiser la TVA dans le e-commerce? Voilà, qu'est-ce qui est à recommander quand on veut se lancer ou si on veut bien suivre les règles de TVA? Pour bien se lancer, déjà, il faut se poser les bonnes questions, honnêtement. Il faut certes s'informer. Le problème, c'est qu'on trouve un peu tout sur Internet, malheureusement, sur ces sujets-là. Et aussi, il y a des rumeurs, des fois, la TVA est pas applicable parce que je suis dropshipper, je suis intermédiaire, c'est pas à moi de gérer la TVA. Ça marche pas forcément comme ça. Donc, en fait, il faut prendre le temps de se poser au moins sur sa fiscalité. Honnêtement, il y a, par exemple, des activités européennes, on peut le faire soi-même, il n'y a pas trop de soucis. Quand ça devient complexe, etc., il faut se faire accompagner. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que si on grossit, la fiscalité, ça peut être un frein à sa clientèle, parce que la clientèle va être déçue. Je sais pas vous, mais moi, si je reçois en tant que client un colis où on me demande de la fiscalité et que j'avais pas prévu, c'est assez décevant. Je vais mettre des mauvais avis, je vais dézinguer le site sur Internet, on va pas s'entendre. Donc le commerçant, il est pas, il est pas bon. Il y a des pistes d'optimisation pour mieux gérer ses droits de douane, pour gérer ses stocks, qui sont des sujets dont on n'a pas parlé, mais il n'y a pas d'optimisation théorique. Il y en a moins en tout cas. Enfin, on ne peut pas appeler ça forcément des optimisations, mais les rescrits qui existaient sur pas de TVA, ils se basaient quand même sur le fait qu'il y allait avoir une perte sur le trésor, et ça marche un temps quand il y a une faille dans le droit. Là, il y en a moins, il y en a presque plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut bien faire, pour bien faire, il faut faire des schémas logistiques et autres pour éviter de décevoir le client. C'est surtout ça qu'il faut retenir. La TVA, c'est un frein pour la clientèle. Donc, si on structure bien, on s'assure un business pérenne, on s'assure de ses marges, on s'assure de pas de risque fiscal et on s'assure aussi que les clients reviennent. C'est surtout ça. Oui, et juste sur les rescrits, il faut faire attention que c'est une décision de l'administration fiscale pour la personne qui demande le rescrit par rapport à la situation qui a été mise dans le rescrit et par rapport à la législation applicable au moment du rescrit. Donc, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a pu avoir un rescrit sur une opération que déjà on n'a pas la teneur de ce qui a été dans le rescrit que ça s'applique pour tout le monde. Là, il faut faire attention un peu. Tout à fait. L'administration ne donne plus de rescrits généraux. Elle, elle a fait une époque, mais elle ne le fait plus. Effectivement, par exemple, dans l'article du Monde, on parle de rescrits. Ils ont été obtenus par des cabinets, et nous aussi, on en avait fait sur des sujets précis. La seule chose, c'est chaque activité est différente, lieu d'établissement est différent, l'entrepreneur est différent, ses schémas de logistique sont différents. On ne peut pas faire de copier-coller. Et le problème, c'est que on lit bien souvent sur certaines communautés d'entrepreneurs qui font du e-commerce ou autre, ce qui a marché pour un est transposable à l'autre. En réalité, chacun a son propre business, ses flux de logistique sont pas les mêmes. Par exemple, on parle de marketplace. Je pourrais répondre à un entrepreneur qui importe tous ses biens à travers la frontière française que oui, Amazon va gérer la fiscalité pour lui, mais il s'avère que si demain les colis sont expédiés en Belgique ou passent par la Belgique pour terminer en France, on n'aura pas le même régime. Donc on voit bien, juste pour simplement un port d'entrée, un aéroport d'entrée, on a déjà deux régimes différents. Donc en fait, on ne peut pas calquer le régime du voisin sur le sien. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner par des avocats spécialisés en TVA et sur ces questions-là. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les erreurs les plus courantes, un peu que tu as pu voir, soit en matière de conseil ou même en contentieux, de redressement, qui peuvent arriver en matière de TVA? Les erreurs qu'on voit le plus, donc c'est
c'est celle que j'ai présentée avant, donc par exemple, le fait d'oublier que l'OSS s'applique pas partout, mais c'est également d'oublier que quand je suis intermédiaire dans certains business, même si par exemple je revends des produits que j'ai pas moi-même créés, j'ai pas d'obligation. C'est de penser qu'en tant qu'intermédiaire, on est en dehors de toute fiscalité. Un intermédiaire a toujours sa propre fiscalité, sauf dans certains cas, ce qu'on appelle les intermédiaires transparents, donc c'est-à-dire les agents qui représentent une marque, par exemple, et c'est quand même le fournisseur qui vend directement au client, mais nous, on est juste un apporteur d'affaires. On a d'autres obligations, d'autres gestions. Certes, on n'a pas de fiscalité sur les biens, mais on a sa propre commission, etc. Ça, c'est une des premières erreurs. La deuxième erreur, c'est de penser que c'est toujours simplissime et qu'il suffit de s'inscrire à un guichet et on a tout à gérer. La troisième chose, c'est d'oublier que son client, c'est quand même lui qui achète et que la fiscalité pour lui, c'est un poids, parce qu'en réalité, la TVA, quand on la paye, c'est la TVA de l'État, c'est pas sa TVA à soi, hein. C'est pas son chiffre d'affaires, théoriquement, c'est la TVA de l'État qu'elle Ouais. perçoit sur le consommateur. Normalement, ça devrait pas rentrer dans l'équation de la marge, hein. Du coup, ça veut dire que quand on veut créer un business pérenne, il faut bien aller vérifier qu'on a rendu l'expérience utilisateur du consommateur la plus fluide possible. Et donc, on n'en a pas parlé, par exemple, aujourd'hui, mais il y a des gens qui sont des Français, par exemple, qui ont des stocks en France, qui vont vendre dans d'autres pays du monde. Même chose, il y a les mêmes questions à se poser. Est-ce que mon consommateur, quand il va recevoir son produit au Royaume-Uni, est-ce qu'il va se prendre de la TVA et des droits de douane? Je vais vendre en Afrique du Sud, je vais vendre aux États-Unis, est-ce que j'ai de la fiscalité? Tout ça, dans l'expansion d'un bon business en ligne, ça implique forcément, à chaque fois que j'ouvre un marché, de me poser des questions. Et en fait, le risque, c'est de plus se poser de questions et d'être en pilotage automatique et en se disant, ça coule, ça marche les premiers mois, j'aurai jamais de soucis. Mais on rappellera toujours qu'un contrôle fiscal, c'est a posteriori. Oui, il faut suivre donc à la fois les règles depuis le début et aussi anticiper les changements de fiscalité, enfin en tout cas des règles et des normes de conformité, voilà, pour être sûr de bien être en règle tout du long sur son business en ligne. Donc en tout cas, bah, je te remercie encore pour toutes ces présentations synthétiques et très claires. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre en commentaire ou sinon vous allez retrouver en description toutes les informations et les liens pour rejoindre directement Grégoire, pour lui poser les questions en matière de TVA et pour vous faire accompagner sur la maîtrise de la TVA dans vos activités e-commerce et TVA générale, de pas forcément e-commerce. Avec grand plaisir. Merci en tout cas pour ton invitation, Maxime. J'espère que ça aura aidé quelques e-commerçants et opérateurs du web à réfléchir sur ces sujets-là qui sont importants pour nous. Eh ben, c'est parfait. Merci à toi. Merci. À bientôt.